famille, là on est en petit comité. Bonjour mesdames, messieurs. C'est un plaisir, mon étudiant de doctorat et moi, de vous rencontrer. Je me présente, Philippe Régnier, je suis professeur titulaire à l'Université d'Ottawa et professeur ordinaire à la Haute École de Sciences Appliquées en Suisse occidentale, basée à Lausanne. Nous travaillons sur les villes globales et l'intervention des entreprises depuis un certain nombre d'années, notamment avec mon doctorant Hamid ici présent, et on va vous présenter succinctement. La thématique est un sujet interdisciplinaire au croisement des sciences de gestion, j'y reviens, et de la sociologie urbaine et de la géographie, notamment de la géographie économique. Donc c'est un sujet trans et interdisciplinaire. Tout d'abord, 2-3 slides sur les sciences économiques et de gestion, sur l'internationalisation des entreprises qui vont être appliquées aux entreprises québécoises vers les nouveaux marchés frontières de l'Afrique, du continent africain. Vous avez depuis une quarantaine d'années différents corpus théoriques en matière de ce qu'on appelle International Business Management, gestion des affaires internationales, qui est une sous-discipline des sciences de gestion et qui porte plus particulièrement sur l'internationalisation des entreprises, qui s'est penché essentiellement sur le cas des entreprises multinationales, parce que c'est les entreprises les plus faciles à étudier, mais également des courants sur les grandes entreprises internationalisées et sur les petites et moyennes entreprises à l'international. Vous avez sur cette slide le processus normal d'internationalisation d'une entreprise qui en général passe par l'exportation de produits, voire dans une période plus récente de services, et qui doit, quelle que soit la destination hors pays, doit passer par 4 phases principales pour concrétiser la transaction à l'exportation. Et puis vous avez, sorti de la littérature et de ce que les praticiens ont également observé dans le monde réel, différents types, différentes formes contractuelles de réalisation de l'internationalisation, depuis l'exportation classique en haut du graphe jusqu'à l'ouverture, et là on ne parle plus d'exportation uniquement, mais on parle d'investissement direct, de finances, etc., jusqu'à l'ouverture de filiales et de succursales à l'étranger. L'internationalisation des entreprises vers les pays émergents, et j'adopte là un biais un peu du Nord, un peu de la perspective des pays de l'OCDE, et le cas pratique étudié par Hamid, c'est bien un pays du Nord, le Canada, et plus précisément la province du Québec. C'est de poser comme hypothèse que l'internationalisation vers les pays en développement devenus émergents ou en émergence pose un certain nombre de questions, de difficultés qui ne sont pas tout à fait classiques dans le corpus de littérature dont on dispose sur l'internationalisation des entreprises. Et on va rattacher, c'est notre dernière slide, bien sûr, on va rattacher ce questionnement à 2 concepts fortement étudiés dans la littérature, la distance d'une part et des trous et des failles dans l'écosystème institutionnel d'accompagnement à l'internationalisation. La distance d'abord, c'est de dire que si vous êtes une entreprise québécoise par exemple, ou une entreprise japonaise, mais si une entreprise québécoise, les marchés émergents africains ou les marchés du Maroc comme économie émergente sont lointains, sont distants, et pas seulement depuis le Québec jusqu'au Maroc, pas seulement sur le point de vue géographique, mais à différents niveaux de distance qui vont jusqu'à la perception purement psychologique et comportementale de l'entrepreneur québécois, parlant français, pas nécessairement arabe, qui a voyagé ou jamais voyagé en Afrique, etc., etc. Donc il y a différentes formes de distance qui rendent les marchés émergents africains, mais si on parle de l'Amérique latine ou de l'Asie, c'est les mêmes problématiques. La distance est problématique
et est donc porteuse de risques ou de manque de confiance du point de vue de l'entrepreneur. Et le deuxième corpus de littérature, vous avez trouvé fortement développé ces dernières années, notamment dans les journaux scientifiques en management en langue anglaise, c'est ce qu'on appelle les institutional voids, les trous, les défauts institutionnels. Ça veut dire, en termes très concrets, que si vous êtes un exportateur québécois qui veut vendre aux États-Unis voisins, je téléphone un cabinet d'avocats, ils sont en relation avec des avocats à Boston et là, c'est simple, c'est pratique, c'est la même langue, etc. Mais comment construire un contrat, s'assurer que le contrat sera solvable, que le client final au Cameroun, via le Maroc, paiera, etc. Comment construire tout le corpus juridique pour accompagner la transaction à l'exportation va, d'un point de vue québécois, par ignorance, par manque d'information, par manque d'institutions, poser toutes sortes de problèmes qui font que l'exportateur va devoir, à l'extérieur de l'entreprise, chercher des appuis, des services d'accompagnement pour l'aider à concrétiser, même s'il a trouvé au Cameroun le client final, trouver, notamment via le Maroc, notamment via Casablanca, le chemin très pratico-pratique pour pouvoir concrétiser cette exploitation. Ça, c'est le corpus sciences économiques et de gestion. Nous le croisons avec un autre corpus de littérature qui a émergé depuis le début des années 1990 et qui émane à la fois des géographes, notamment des géographes économiques, principalement britanniques et américains, et de l'école sociologique de l'urbain, née à l'Université de Columbia de New York, avec Sasson et d'autres, et qui ont débouché, je fais très vite, sur, à l'échelle mondiale, 2-3 classements reconnus aujourd'hui par nos autorités, qui classent une centaine de villes comme des villes globales. Alors vous voyez que pour le continent africain émerge, ce qui est assez peu pour le continent africain, essentiellement en haut de ce graphique, 3 villes globales, Johannesburg, Le Caire et Casablanca. Et on voit Lagos, Nigeria, en phase d'émergence, qui peut nous faire penser que dans un futur proche, on aura 4 villes globales. Qu'est-ce que c'est qu'une ville globale ? Vous pourrez vous référer à la littérature, du point de vue économique, mais aussi du point de vue politique, culturel, etc. Mais ici, c'est l'économie qui nous intéresse. C'est une ville dans laquelle on mesure sa connectivité très pratico-pratique avec l'économie mondiale, avec l'économie globale. Et on va regarder dans le cas, par exemple, du Caire ou de Casablanca, combien d'entreprises multinationales ont une filiale, une agence, une succursale, combien d'employés, quel chiffre d'affaires, c'est très quantitatif. Et on fait une analyse cumulative, on compare les villes entre elles, et on va dire ce sont ces 3 villes qui, en termes de concentration d'activités liées à l'économie globale, sont les 3 qui émergent au premier rang. Et vous voyez ici un nombre d'autres villes. Je vais donc passer maintenant la parole à mon doctorant Hamid qui va vous spécifier ce concept de ville globale et en quoi ça peut concerner les entreprises du Québec et Casablanca. Merci Philippe. C'est pas une mince tâche d'intervenir après son directeur de thèse, mais bon, je vais faire de mon mieux. En parlant de ville globale, il y a 3 courants de pensée qui ont essayé de théoriser. Vous avez en fait sur ce graphique un courant qui pense que les villes globales sont un centre de commandement, le deuxième qui définit les villes globales comme un centre de coordination, et le troisième comme un centre de commutation. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Quand on parle de centre de commandement, ici on se réfère à des centres décisionnels, comme par exemple les sièges de multinationales, les centres gouvernementaux, les universités, les centres de recherche, et même les ports et les aéroports. Même quand vous étiez venu du Québec, du Canada, vers Rabat, vous étiez obligé de passer par Casa, parce que c'est Casa qui est la porte d'entrée vers le Maroc, par conséquent vers la région. Pourquoi? Parce qu'il concentre un nombre de centres décisionnels. Donc là, ces auteurs pensent qu'une ville, plus elle concentre de centres décisionnels, plus elle exerce un pouvoir sur l'économie internationale. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est un centre de coordination.
Et là, en fait, on change un peu le cap. Donc là, on va des firmes multinationales vers ce qu'on appelle des entreprises de services. Et on définit la ville globale en fonction des productions des services dont les entreprises internationales ont besoin. Par exemple, quand on parle de Deloitte à Montréal, ils ont certainement des bureaux de représentation à Casablanca. Le fait que deux bureaux de la même entreprise existent dans deux villes différentes crée une coordination d'informations entre ces deux villes. C'est pour cela qu'on définit les villes globales comme un centre de coordination. Les derniers auteurs, ils ont essayé d'aller un peu au-delà de cette définition de coordination pour dire que c'est aussi un centre de commutation. C'est-à-dire que ces villes, au-delà du fait qu'ils concentrent des entreprises, que ce soit des services ou des sièges multinationales, ils concentrent davantage d'informations. Donc là, l'aspect, ou plutôt l'accent, il est davantage sur la nature de l'information et non pas sur l'acteur. Et donc c'est plus une ville abrite plus de flux d'informations, que ce soit des capitaux, que ce soit des connaissances, que ce soit des informations qui s'échangent entre deux bureaux de consulting, plus cette ville devient globale. Et grâce à quoi, ou grâce à qui? Grâce à ces producteurs de services qui sont, comme je viens de dire, situés dans ces différentes villes. Il faut faire très attention parce qu'une ville peut devenir également un centre de commutation à l'interne, c'est-à-dire non seulement avec l'extérieur du pays, mais également Casablanca aujourd'hui abrite, par exemple, un nombre important de distributeurs de produits. Donc si vous décidez de venir distribuer vos produits au Maroc, certainement vous allez passer par Casa, parce que c'est là qu'il y a des distributeurs qui vont vous assurer en fait un cheminement de produits jusqu'au sud du Maroc ou l'est du Maroc. Donc il y a aussi un lien de commutation vers l'interne du pays, ou plutôt vers même toute la région. Je ne sais pas si c'est clair, mais je vais faire de mon mieux d'expliquer ce cadre conceptuel. Donc une fois que nous avons défini en gros c'est quoi les villes globales, donc on a, comme je viens de dire, concentration, coordination, commutation. À partir de toute cette revue de littérature, et puis on a essayé de combiner avec les théories d'internationalisation, finalement on a retenu 4 fonctions pour les villes globales, notamment les fonctions milieu, commandement, coordination, commutation. Quand on parle des fonctions milieu, c'est-à-dire que puisqu'on a une concentration de centres décisionnels, donc un investisseur a plus de confiance de venir à Casablanca parce qu'il y a moins d'incertitudes. Donc ici, le fait qu'il y a une confiance qui s'installe entre les acteurs parce qu'ils sont proches, quand j'ai besoin de l'information d'une rencontre, je peux me déplacer facilement, rencontrer mon avocat ou mon conseiller financier, surtout que ces décisions sont des décisions qu'on ne peut pas codifier par des moyens d'Internet. Genre, je vais envoyer un email pour vous confirmer une transaction financière, aussi stratégique que ça, ceci nécessite une rencontre de connaissances. Donc il y a un établissement de relations interpersonnelles. C'est pour cela qu'on pense que on suppose pour l'instant que la ville globale, dans le cas de Casa, peut assurer un environnement institutionnel favorable à l'internationalisation. Si on conçoit le Maroc comme étant un pays émergent avec des risques, on suppose que Casablanca comporte moins de risques, puisqu'il y a une concentration d'acteurs qui crée plus de confiance pour aboutir à une opération internationale. Deuxième fonction, c'est ce qu'on a appelé fonction cluster commandement. Puisque Casablanca abrite, et on suppose qu'elle abrite des producteurs de services stratégiques, notamment ceux qui sont reconnus à l'international, comme Deloitte que je viens de mentionner, ou même par exemple comme des banques, comme la Banque Populaire du Maroc ou d'autres banques, qui ont des liens avec d'autres banques au Québec, comme Desjardins qui a un partenariat avec Banque Populaire. Ceci crée en fait une concentration de services. Donc en tant qu'entrepreneur, quand je vais venir vers le Maroc, je vais passer par Casa parce que c'est là que je vais m'approvisionner en termes de services, comme Philippe avait expliqué tout à l'heure, qui vont des services de l'exploration jusqu'aux services d'après-vente. Les services de la fonction de coordination, ça veut dire pour une entreprise, elle a besoin en fait d'avoir accès à des ressources, mais également à des réseaux. Parce que parfois, faute de ressources, on a besoin d'entretenir des relations avec des personnes. Donc là, on passe par des réseaux relationnels pour aboutir finalement à la création de réseaux fonctionnels. Donc à partir de mon réseau d'entrepreneurs, par exemple québécois, qui sont déjà installés ici, ou la Chambre de commerce, ou la délégation du Québec à Rabat, je pourrais arriver à créer des liens professionnels, intra-organisationnels avec d'autres producteurs de services, ce qui facilite pour moi la compréhension du marché, l'exploration du marché, jusqu'à même atteindre le client final. Donc là, on passe du service, ou la concentration de services, à la concentration des réseaux. La dernière hypothèse, on porte sur le fait que Casablanca peut devenir également un hub d'entrée et de sortie des flux et des facteurs de production vers le Maroc et par conséquent vers la région. Pourquoi? Parce que d'un point de vue infrastructurel, il est la ville qui est la plus connectée dans la région du MENA, ou même par exemple avec l'Afrique de l'Ouest. La preuve, c'est que quand vous prenez vos voyages, vous décidez de voyager vers le Cameroun, par exemple, Yaoundé ou Dakar, vous allez passer nécessairement par Casa, Montréal, Casa, vers l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine logistique développée d'un terme de vue infrastructurel, mais il faut faire attention également, ça peut aussi renvoyer à une infrastructure immatérielle. Donc le fait que Casablanca est connecté, puis on fournit ou on essaie de fournir des efforts pour la rendre une ville intelligente, permet également de créer des connexions d'un point de vue immatériel. Mais il faut préciser que les entreprises on suppose que les entreprises qui vont utiliser Casablanca comme un hub d'entrée sont plus des entreprises qui cherchent des marchés, et non pas des entreprises qui cherchent en fait des compétences en amont de la chaîne de valeur. C'est-à-dire,
Bombardier, quand il a décidé de venir au Maroc, un certain nombre de quitter l'année dernière, c'était principalement pour trouver des avantages en termes de production et non pas en termes de recherche et développement. La recherche et développement, elle s'effectue au Québec. Ils vont venir ici, soit parce qu'ils vont essayer de distribuer le produit, soit de trouver en fait des avantages salariaux et non salariaux pour produire une partie de leur processus de production avec des coûts qui ne sont pas assez importants. Donc cela leur permet d'atteindre des marchés géographiquement lointains grâce à l'infrastructure développée entre Casa et l'ensemble des villes dans la région. Ça c'est mieux, c'est clair. Donc on a essayé de résumer ce cadre conceptuel entre une demande et une offre. Donc finalement, les villes globales, dans le cas de Casa, va assurer une offre de services et de réseaux à des entreprises étrangères et par conséquent, ces entreprises expriment une certaine demande. Et quand vous voyez ce lien, si les entreprises cherchent à s'approvisionner en termes de services et de réseaux, c'est pour réduire nécessairement deux éléments. C'est la distance, c'est ce qu'on appelle la liability of foreign. Je vais expliquer ça. Philippe avait mentionné tout à l'heure la distance multidimensionnelle comme étant institutionnelle, économique, socioculturelle, etc. La liability of foreign, cela veut dire que les entreprises étrangères, quand ils décident d'aller dans un autre pays, ils font en fait face à des coûts supplémentaires par rapport aux entreprises locales. Et ces coûts, en fait, ils ne sont pas des coûts uniquement économiques, c'est des coûts qui échappent à l'aspect économique, qui sont liés à trois aspects essentiellement. C'est l'incertitude, puisque je viens dans un pays, dans un marché, j'ai moins de contacts, je ne connais pas comment ça évolue, je ne connais pas comment je vais conclure des transactions, donc je suis en fait désavantagé par rapport à l'entreprise locale, parce que l'entreprise locale a plus d'informations que moi, donc, ce qui crée plus d'incertitude pour l'entreprise étrangère. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la complexité. Si je décide d'établir un point de production au Maroc, le lien entre le siège social et le point de production ici nécessite une infrastructure de coordination. Ce n'est pas assez simple de gérer deux points de production, genre à 7000 km ou plus, ou bien par rapport à l'entreprise marocaine qui a un point de production qui est à une distance de 30-50 km, mais qui reste dans le même cadre national. Donc ceci renvoie à la deuxième caractéristique qui est la complexité. La troisième caractéristique, c'est la discrimination. Quand vous êtes une entreprise locale, on suppose que vous avez davantage de liens avec soit les organisations publiques, soit les organisations non gouvernementales, et ces liens vous permettent d'avoir un accès privilégié à l'information, à des ressources. Contrairement à une entreprise étrangère qui n'a pas développé ces liens auparavant, donc on suppose qu'elle sera discriminée de la part des parties prenantes locales, surtout si le pays décide, d'un point de vue gouvernemental, de mener certaines politiques en faveur des entreprises locales pour les protéger contre les entreprises étrangères. Grâce à ce cadre conceptuel, on propose une méthodologie qu'on doit vérifier sur le terrain. Donc on est en fait pour l'instant limité à l'aspect théorique et conceptuel, ce qui constitue une limite à ce qu'on présente aujourd'hui, mais par contre, ce travail va être appuyé par une recherche empirique dans les mois à venir. La recherche exploratoire, on a décidé finalement de la scinder en deux méthodes, quantitatives et qualitatives. Premièrement, on a besoin de comprendre ce qui se passe à Casablanca, donc il faut analyser, repérer, explorer l'écosystème entrepreneurial de Casablanca, qui fait quoi, qui produit quoi, avec qui, etc. Deuxième élément, on devrait comprendre également ce qui se passe entre le Québec et l'Afrique à travers le Maroc. Donc, bien évidemment, il faut explorer les premiers secteurs exportateurs et investisseurs entre le Québec et le Maroc, et même par rapport à certains des principaux marchés en Afrique. Ça, c'est par rapport à la première partie de la recherche. La deuxième partie de la recherche, une fois que ces éléments, ces informations ou ces données secondaires sont collectées, on doit passer à la vérification sur le terrain. Et là, en fait, on a trois acteurs ou trois parties prenantes qui interviennent dans notre cas. On a les acteurs publics établis à Montréal et établis à Casa, les acteurs privés établis à Montréal et établis à Casa, et nous avons aussi les entreprises québécoises. Donc nous avons le choix soit de procéder par la demande, soit de procéder par l'offre. C'est-à-dire, on va explorer ce que les offreurs de services proposent et pourquoi ces entreprises font appel à leurs services, ou sinon on a aussi la possibilité de passer par la demande en essayant de comprendre directement de la part de ces entreprises pourquoi ils décident de passer par certains producteurs de services à Montréal et à Casa. Et donc l'ensemble de ces acteurs sont définis en fonction de la présentation de par rapport aux services. Donc on passe des services motivationnels, informationnels, opérationnels. Pour conclure rapidement, ça veut dire quoi que l'ensemble de ces services, avant que vous décidiez d'exporter, vous avez besoin d'être incité, motivé, être conscient des opportunités d'exportation. Donc là ici on est durant la première phase. La deuxième phase, vous avez besoin de connaître le marché, d'avoir une connaissance assez suffisante pour explorer les opportunités, mais également les risques. Donc on est dans la phase des services informationnels. Une fois que vous êtes en fait conscient des opportunités auxquelles vous avez accès et des informations dont vous avez besoin, vous pouvez passer en fait à l'aspect opérationnel. Donc là on parle des ressources internes et externes qui recouvrent à large éventail de services à la fois financiers et non financiers. Je vous remercie de votre attention et puis j'espère que j'étais clair. Merci, cher collègue René, c'est Hamid. Je vous félicite pour la qualité de la présentation
donc aussi bien au niveau de la présentation PowerPoint que sur le plan de la présentation orale. Donc je cède directement la parole à mes collègues, donc s'ils ont des remarques, peut-être ou des questions. On espère qu'on pourra travailler conjointement avec l'Observatoire de la francophonie économique à l'Université de Montréal, puisque Montréal est un des piliers de cette recherche vis-à-vis de Casa Blanca ici. Et on se réjouit de pouvoir collaborer avec l'Observatoire. Avec plaisir, oui. Justement, c'est ça l'objectif, que l'Observatoire devienne allié entre le Nord et le Sud, que ce soit en termes d'expertise académique, mais aussi dans le secteur privé. Je vous remercie pour votre présentation. J'ai seulement une question par rapport à la méthodologie. Puisque vous avez parlé de positivisme, je vais en parler de constructivisme, en interprétation. Mais si vous avez opté par le positivisme, pourquoi vous avez opté à l'approche qualitative et à l'approche quantitative, vu que vous avez déjà ce positivisme? Je pense en fait qu'on a décidé de combiner entre le courant positiviste et interprétativiste. Pourquoi? Parce que nous avons en fait besoin de deux types d'informations. Il y a en fait des informations sur lesquelles on n'a pas de capacité d'intervenir, c'est des faits. Ce que le Québec exporte ou investit en Afrique, c'est un fait sur lequel on n'a aucune possibilité d'intervention. Donc là, on fait plus appel au courant positiviste. C'est des données qu'on ne peut pas changer. C'est des données juste en fait qui sont factuelles. Mais c'est des données qui ne peuvent pas nous permettre de répondre à nos questions. Parce qu'on ne pourra pas comprendre pourquoi les entreprises, s'ils exportent, il y a des chiffres qui sont très actuels. En fait, le Québec exporte vers l'Afrique 75% de ses exportations. Mais on ne sait pas d'où ça passe et comment et pourquoi. Donc on a besoin de faire appel au courant interprétativiste pour finalement comprendre pourquoi ces entreprises décident de passer par Casa ou non, s'ils décident de passer par une autre ville et pourquoi s'ils décident de passer par Casa, pourquoi ils font appel à tel ou tel service. Donc finalement, en fait, on combine les deux. Quand vous avez mentionné, donc il y a la possibilité de combiner entre l'approche qualitative et l'approche quantitative et positive. Effectivement, exactement. Je crois que ça dépend des cibles. Ça dépend des cibles. Donc peut-être s'il s'agit d'institutionnels, donc certainement l'approche qualitative. Donc il faut plus s'adapter. S'il s'agit d'entreprises, ça dépend maintenant peut-être un questionnaire, donc une approche quantitative peut-être faire l'affaire pour mesurer les différentes variables. Au niveau de l'offre de service, l'approche, comme vous venez de mentionner, est plutôt de type qualitatif. Vous identifiez les différentes catégories et puis catégorie par catégorie avec un questionnaire semi-directif, vous les approchez pour comprendre le chemin Montréal-Casa, Casa-Montréal et à travers Casa le rayonnement au niveau du continent africain. Si les clients finaux sont hors du Maroc, en tout ou en partie. La difficulté du côté quantitatif, comme vous le soulignez, c'est que si, et à mon avis c'est au-delà de la capacité d'un seul doctorant, il faudrait une petite équipe. Si vous voulez construire un échantillon d'entreprise, il y a plusieurs difficultés. Quelle quantité d'entreprises, quel type d'échantillon, entreprises déjà présentes, entreprises pas encore présentes sur le marché. Donc il y a plusieurs incertitudes qui rendent l'approche quantitative via l'entreprise plus difficile pour un doctorant seul. Si c'est avec un organisme d'exportation où il y a une équipe derrière ou un consulting, là c'est peut-être plus faisable. On peut peut-être ajouter au niveau de la recherche d'information, donc la partie documentaire d'information qui existe déjà. Donc au niveau du design de la recherche, donc il y a la partie d'études quali et quanti, mais également il y a toute une ligne d'information documentaire qui existe donc, au niveau des organismes, donc, au niveau de la région, au niveau de la ville, peut-être l'exploiter. Y compris l'autorité du Grand Casablanca qui cherche à garder ce rang de l'une des trois villes globales pour le continent. Moi j'ai une question par rapport au nombre de présence donc, des entreprises. Donc, vous avez exposé les différentes modalités donc, en termes de présence sur les marchés étrangers. Et j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un mode qui reste quand même très adapté donc, par rapport aux villes globales? Parce que c'est une exportation simple, une entreprise québécoise qui va exporter, et simplement il y a une présence lourde. Donc, comme du marché de la ville globale, peut-être il y a une combinaison en fonction également des facteurs de contingence de l'entreprise qui veut
avoir cette expérience à l'international? L'approche est purement quantitative. Ce sont surtout les géographes. D'abord, le concept de ville globale a émergé chez les sociologues et pas chez les géographes économiques, et encore moins chez les gestionnaires. Et puis les géographes économiques se sont greffés au courant de la sociologie américaine de l'urbain. Et comme je disais très brièvement, c'est purement quantitatif. Il faudrait, avec l'autorité du Grand Casablanca, qu'on puisse détailler et de voir comment, quelle addition de quelles données chiffrées quantitatives on construit la matrice pour pouvoir dire que Casablanca est au 3e rang avec Johannesburg et Le Caire. Mais selon nos informations, comme j'ai dit très succinctement, on accède aux chiffres d'affaires, aux bénéfices, au nombre d'employés, au statut, est-ce que c'est une succursale, une filiale, un siège régional, etc. Et puis avec l'ordinateur, on additionne tout cela, et puis on voit que Casa se situe au-dessus ou en dessous de Le Caire et de Johannesburg avec le même modèle de calcul, qui est le même modèle de calcul au niveau des 100 villes classées globales au niveau mondial. Si vous permettez que je rajoute un élément, par rapport au nombre d'entrées privilégiées, souvent ça dépend de la nature de l'entreprise. Donc s'il s'agit en fait d'une petite et moyenne entreprise, généralement le nombre d'entrées privilégiées c'est l'exportation. Parce qu'en fait il y a un comportement graduel, étant donné que les risques sont énormes devant l'investisseur, les moyens sont très minimes, donc on préfère passer par un moyen d'exportation indirect dans un premier temps déjà, puis après on explore, puis une fois on voit qu'il y a plus d'opportunités, on maîtrise la chaîne de valeur, qui veut dire en fait toute l'exportation, ce processus. Là, on décide peut-être d'aller vers l'exportation directe. Quand il s'agit de multinationales, là, ils ont plus de capacité. Et quand Bombardier, une fois, en fait, ils ont exploré l'opportunité au Maroc, ils ont décidé d'installer leurs unités de production. Donc, ils sont passés directement vers presque l'avant-dernière étape de ce processus. Autre remarque, question? Bien, moi j'ai une dernière question. Question autour du classement du global. Donc il y a des critères, il y a un outil, donc il y a une psychologie alpha, bêta, gamma, avec des plus et des moins, donc si on fait des plus et des moins, ça nous fait 6, plus les deux dernières, donc ça nous fait 8. Maintenant, est-ce que vous allez peut-être dans votre recherche établir un lien entre les hypothèses, les 4 hypothèses, donc le VIE, les autres nœuds, et le classement mondial. C'est-à-dire à la fin, on va dire, selon nos hypothèses, selon les critères que nous avons retenus, les fonctions de ville globale, et selon le classement mondial, il y a une concordance, peut-être, il y a des différences. Si vous allez réfléchir sur ce point. À partir de votre suggestion dans le cas singulier de Casablanca, vers la conclusion de ce doctorat, on peut peut-être fournir certaines perspectives au vu de l'analyse des résultats qui pourraient suggérer aux équipes de classement des pistes allant dans vos directions, dans la mesure où ce classement, comme on l'a dit dans la présentation, n'est pas lié seulement à la vocation économique, mais c'est aussi Casablanca, capitale culturelle, capitale médiatique, etc. Et il faut regarder là plus en détail comment tout ceci en termes cumulés est calculé pour établir ce classement des 100 premières villes dites globales. Je vous remercie. Merci à vous. Pour le partage d'informations. C'est un concept très original. On a entendu parler des pyramides globales, je n'ai pas de global. Merci. Merci. Je passe donc au deuxième communicant. Merci.
communication porte un petit peu sur le management international et plus précisément sur les stratégies d'internationalisation, comme nous avons déjà présenté chez camarades, qui porte sur l'internationalisation des PME marocains vers l'Afrique de l'Ouest. On va essayer de rapprocher bien sûr le thème de la conférence avec l'internationalisation des PME marocains en essayant de faire une réflexion autour de l'entrepreneuriat et son poids sur la consolidation de la zone. En fait, dès la première pensée, il y a l'internationalisation du PME marocain. Il semble un petit peu difficile vu que la PME, avec ses spécificités fragiles et âgées, il ne peut pas confronter la concurrence internationale, notamment en Afrique de l'Ouest, qui connaît bien sûr la présence de plusieurs firmes internationales, à savoir des firmes de la Turquie, de la Chine, dans la mesure où ils sont considérés comme une concurrence très acharnée. Mais cela n'impose pas que la présence de la PME est déjà existante au niveau des données publiées par l'Office d'échange. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Office d'échange, l'Office d'échange est un organe public habilité de la publication des données et ça c'est portant sur le commerce international. Donc, selon les données de l'Office d'échange et de l'Association marocaine des exportateurs, 150 PME sont déjà présents en Afrique. Mais la question qui se pose, c'est cette présence de la PME n'est pas en présence en tant que champion, il s'agit d'une présence sous contrat de sous-traitance. La question qu'on cherche bien sûr à répondre à cette communication, c'est le rôle de l'entrepreneuriat, de la consolidation des réseaux d'affaires, ou bien la consolidation des réseaux d'affaires comme une source d'efficacité pour la réussite des stratégies d'internationalisation des PME marocains, vu que l'internationalisation est désormais une dimension incontournable pour le développement de la PME. Et ainsi, cette internationalisation veut dire qu'il faut travailler sur de nouvelles stratégies, de nouvelles technologies qui vont permettre bien sûr à la PME de réussir la stratégie d'internationalisation. Le plan de ma présentation sera scindé en 5 axes. Le premier axe sera centré un petit peu sur l'approche conception, de laquelle on va essayer de définir les concepts globaux de notre communication. Et on va un petit peu revenir sur les modèles d'internationalisation. Et on va essayer de vous présenter les pistes de réflexion, ou bien les hypothèses que j'ai supposées pour réussir cette stratégie, en se basant bien sûr sur le paradigme positif. Enfin, je vais essayer de faire des statistiques de justification, c'est-à-dire pourquoi nous avons choisi l'Afrique de l'Ouest, et pas l'Afrique de l'Est, ou bien l'Afrique centrale. Et enfin, je vais terminer par un modèle, ou bien un scénario que je propose pour réussir la stratégie d'internationalisation en se basant sur la consolidation des réseaux d'affaires. Au niveau de la définition de genre, l'internationalisation est un processus par lequel les entreprises grandissent et se développent à l'international, établissent et gèrent leur activité à l'étranger, augmentent leur exposition aux transactions internationales, établissent et développent des relations. Donc toujours au niveau de la définition qui a été présentée, qui a été préconisée par Jean, nous assistons au développement des relations, la consolidation des réseaux d'affaires. C'est-à-dire l'internationalisation ne se limite pas seulement à faire l'exploitation saisonnière ou bien l'exploitation de manière essentielle, mais il s'agit du développement des relations à travers bien sûr plusieurs facteurs. On peut dire que la diplomatie économique, par exemple, ou bien les visites royales de Sa Majesté Mohamed VI, c'est considéré comme des principaux facteurs pour la consolidation des réseaux d'affaires avec le cher voisin africain. De même, Johansson et Ballon, que vous avez déjà présenté, l'internationalisation est un processus par prise de position de leur réseau d'acteurs locaux situés à l'étranger plutôt qu'un processus séquentiel de décision. Donc on va essayer maintenant de vous présenter le modèle d'internationalisation. Le modèle le plus traditionnel, le plus classique, c'est le modèle de Uppsala. Selon ce modèle, l'internationalisation est le produit d'une série de décisions incrémentales et cumulatives. Ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, révirer demain et dire je veux faire l'internationalisation, mais il s'agit d'une décision incrémentale, il s'agit d'une série cumulative des pensées, etc. Ça veut dire qu'il faut faire de la pratique de l'intelligence économique. C'est déjà au niveau de l'art de la guerre, si vous connaissez bien Sun Tzu, il a préconisé que pour bien sûr gagner l'ennemi, il faut la connaissance en soi-même. Il faut d'abord qu'on développe bien sûr des relations. Et en plus de ça, il faut faire une série cumulative et une décision incrémentale avec bien sûr la possession de l'information stratégique qui va nous permettre bien sûr de réussir l'internationalisation des entreprises. Selon ce modèle, les entreprises connaissent un peu plus l'expérience de l'entreprise sur les marchés d'accueillement, plus ils engagent davantage de ressources.
Et ainsi, les entreprises cherchent les marchés les plus psychiquement proches pour exporter. On parle de la notion de la distance psychique que vous avez déjà mentionnée. Donc, les entreprises cherchent toujours les pays les plus proches pour un petit peu minimiser le risque, minimiser et un petit peu mutualiser les charges liées, par exemple, au logistique ou bien liées à certains risques financiers. L'internationalisation est le produit d'une décision incrémentale. Donc, selon toujours le modèle OCDE, vous avez bien sûr présenté les étapes, en passant de l'activité d'exportation jusqu'à la production de pays étrangers ou bien la création de la succursale et la filière pour ne pas gaspiller le temps. Au niveau du modèle Uppsala, il y a un prolongement donc le prolongement a été donné par Johansson et Valland pour remédier un petit peu l'hypothèse qui présente qu'il faut chercher les pays les plus proches psychiquement. Au niveau de Johansson et Valland, ils ont considéré que pour faire l'internationalisation, il faut travailler sur la consolidation des réseaux. Donc il faut développer les relations avec les pays. Donc ils n'ont pas travaillé seulement sur les pays les plus proches, psychiquement, mais les plus proches en termes d'opportunités de la consolidation des réseaux d'affaires. Selon ce modèle de Johansson et Emerson, ils ont préconisé qu'il faut d'abord la prolongation, la pénétration et l'intégration. La prolongation, d'abord, c'est la recherche de l'intégration d'un réseau. Après, une fois j'ai intégré ce réseau, il faut développer des ressources, il faut développer des positions au sein de ce réseau. Et en fin de compte, au niveau de l'intégration, il faut travailler sur l'élargissement et la coordination des réseaux nationaux. Au niveau du paradigme de modèle éthique, j'ai essayé un petit peu de présenter ce modèle dans la mesure qui va nous permettre de savoir quel est le pays de départ. Ce modèle a insisté sur les investissements des étrangers, soit ou bien les exportations, ou bien la vente de l'essence. La limite qui a été présentée au modèle de Hersch, réside dans l'existence d'une information parfaite. Ça veut dire qu'il suppose que pour réussir bien sûr ces étapes d'internationalisation, il nous faut une information parfaite, ce qui a été un petit peu difficile vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui portent sur l'information. Donc, pour bien sûr remédier le modèle qui a été préconisé par Hersch, la théorie électrique de données a fait le choix entre trois modalités de pénétration de marché étranger qui a été mentionné par Hersch. On entend par le ownership advantage, ça veut dire la détention d'un avantage concurrentiel ou bien d'un actif spécifique. En passant à location advantage, ça veut dire c'est un avantage de la localisation à l'étranger. L'entreprise doit assurer la durabilité de l'avantage spécifique. Et en arrivant à l'internationalisation advantage, se situe dans la situation de quasi-monopole le plus possible. On va essayer maintenant de vous présenter l'entrepreneuriat international. En fait, depuis les années 80, il y a un nombre très croissant de petites entreprises qui font l'international d'une manière précoce, d'une manière accélérée. D'une manière précoce, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à atteindre la maturité. Ça veut dire qu'une PME, par exemple, au niveau bancaire, même qu'il n'arrive pas à être compétitif ici au niveau national, il peut être compétitif à l'international s'il a bien sûr travaillé sur l'innovation, comme il a déjà mentionné Joseph Champeter, que l'esprit entrepreneurial réside dans le degré de l'innovation. C'est la raison pour laquelle nous avons appris aux petites entreprises internationales qui peuvent faire l'international, c'est travailler bien sûr sur l'innovation et la différenciation des produits. Donc je vais essayer de plus vite. Voilà, ce sont les pistes de réflexion que je suppose pour réussir la stratégie d'internationalisation. D'abord, c'est la pratique de l'intelligence économique par les PME. Il ne suffit pas seulement de pratiquer l'intelligence économique, mais c'est la capacité d'absorption de l'information issue de l'intelligence économique. La deuxième hypothèse, c'est dans la logique de la consolidation des réseaux d'affaires. La consolidation des réseaux d'affaires, pour réussir bien sur cette consolidation, il nous faut des acteurs publics, il nous faut des interventions étatiques à travers bien sûr la diplomatie économique, à travers les excellences du budget travailleur, etc. La troisième hypothèse, c'est le renforcement des investissements directement en Afrique de l'Ouest, une politique efficace pour consolider le réseau d'affaires et pour nous permettre de savoir le pays de départ. Le pays de départ avec lequel je vais considérer les réseaux d'affaires.
Au niveau de la quatrième hypothèse, toujours dans la logique de la consolidation des réseaux d'affaires, la PME elle-même elle doit travailler sur la consolidation au niveau interne. Je parle de groupement d'intérêt économique. Donc la PME, les PME doivent se réorganiser en 3 ou 4 PME pour bien sûr mutualiser les charges dans une politique de consortium qui va nous permettre bien sûr de confronter la concurrence internationale qui est déjà installée au niveau de la concurrence. Voilà, ce sont des statistiques de justification pourquoi nous avons opté à l'Afrique de l'Ouest. Comme vous voyez, toujours l'Afrique de l'Ouest est en tête de statistiques de l'échange. Nous avons atteint presque de 9,2 milliards de dirhams en 2017. Voilà, ce sont des investissements directement étrangers pour bien sûr savoir le pays le plus proche en termes des investissements d'étrangers. Et nous avons trouvé que la Côte d'Ivoire est le pays le plus proche en termes des investissements. C'est la raison pour laquelle on va essayer vers la fin de vous présenter un modèle que je suppose bien sûr, bien un scénario pour réussir cette stratégie. Voilà, c'est la part dans le marché de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons bien sûr des concurrents, il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Sénégal, la Malaisie, la Tchad, etc. Donc voilà un modèle que je suppose bien sûr pour réussir cette stratégie, ou bien pour réussir la consolidation des réseaux d'affaires. Dès le départ, on va travailler avec la Côte d'Ivoire et la Nigeria dans la mesure où les deux pays qui sont les premiers partenaires du Maroc en termes des investissements directs marocains à l'étranger en Afrique de l'Ouest. Et par la suite, on va travailler avec la Côte d'Ivoire en se basant sur la même logique. On va essayer d'identifier bien, de codifier la Côte d'Ivoire avec les pays les plus proches en termes des investissements directs marocains. Tout cela en gardant toujours la pratique de l'intelligence économique, l'intelligence artificielle, la diplomatie économique et les interventions de tous les acteurs qui peuvent bien sûr réussir dans cette stratégie, et en gardant à l'esprit le respect de la revue de littérature et le groupement d'intérêts économiques. Ça veut dire que la PME elle-même ne peut pas confronter la concurrence internationale, mais si elle arrive à consolider ses réseaux au niveau interne, il peut réussir cette stratégie d'internationalisation en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, les chiffres et les analyses montrent bien sûr que l'internationalisation des PME est une affaire aisée, mais il existe toujours des risques liés à l'international, des risques d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre financier, d'ordre économique, etc. Mais quand même, nous avons proposé un modèle pour réussir cette stratégie d'internationalisation qui se base sur la consolidation des réseaux d'affaires au niveau interne à travers le groupement d'intérêt économique et au niveau externe à travers la pratique de l'intelligence économique, la pratique de la diplomatie économique, etc. Merci beaucoup. Pour cette présentation très riche en matière de stratégie d'internationalisation des entreprises en général, en particulier des PME marocaines de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le choix du territoire est justifié par un certain nombre de critères d'attractivité de cet espace territorial. Et également, l'action a été mise pour réussir cette internationalisation sur les réseaux. Donc, la proximité, pour ne pas dire les distances, proximité culturelle, psychologique, c'est très important, mais le plus important sur lequel donc, vous avez insisté, c'est beaucoup plus la pénétration, l'intégration, pénétration au niveau des réseaux. Donc la consolidation de ces réseaux reste quand même un élément important dans le travail de recherche. La couverture du territoire, dans le sens tel que vous l'avez présenté, c'est une démarche imbriquée. Donc, on commençant par les territoires donc, les plus proches en termes d'investissement. Après, vous allez faire le maillage donc, par la suite. Donc, je cède la parole donc, à l'audience, au public, si vous avez des remarques peut-être, ou bien des compléments ou des compliments. Il y a déjà une possibilité de collaboration sur le doctorant, ça serait complémentaire. Connectivité. Avec l'aide de l'Observatoire de Montréal. J'ai une question sur votre hypothèse 4. Qu'est-ce que vous entendez exactement par groupement économique? Est-ce qu'il y a une politique publique-privée au Maroc
qui précise qu'est-ce que c'est qu'un groupement économique pour les PME. Est-ce qu'on parle de cluster? Est-ce qu'on parle de district industriel? Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires? Est-ce que le subventionnement public et la diplomatie économique marocaine aident ces groupements économiques? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc, au niveau du groupement d'intérêt économique, il y a d'abord un loi cadre qui réglemente ce groupement. Et il n'y a pas un groupement d'intérêt économique spécifiquement à la PME. Donc, en ce qui concerne les efforts déployés par l'État pour bien sûr promouvoir et dynamiser ce développement, il y a le programme Premium Exportateur. Premium Exportateur qui favorise bien sûr et promouvoir toutes les exportations à destination de l'entreprise. C'est un programme qui peut aller jusqu'à 1 milliard de centimes pour ce groupement bien sûr. Et bien sûr des facilités et des garanties pour le financement. Il s'agit du programme Premium Exportateur. Premium Exportateur, il est à la charge du ministère de l'Extérieur. Mais il n'y a pas d'idée de groupement de PME entre elles. Pourquoi ça s'appelle groupement économique? Non, les groupements d'intérêt économique, à ma connaissance, ils sont gérés et fonctionnés parce que c'est un groupement d'intérêt pour une action particulière, l'exportation par exemple des agrumes, donc c'est des agriculteurs qui vont se réunir pour constituer le groupement d'intérêt économique. Et après donc, cette action, donc, il y a un déterminement. C'est dans une logique de consortium, de mutualisation des charges. L'idée est importante, mais il faut quand même pérenniser le consortium, bien le groupement, pour avoir la taille critique, donc pour réussir donc, son expérience à l'international. C'est dans la logique de la consolidation des réseaux d'affaires que nous avons pensé qu'il faut d'abord consolider les réseaux au niveau interne, à travers bien sûr la création du gouvernement d'intérêt. Ok, merci. Je trouve très intéressant votre communication, surtout que le Maroc fait des démarches pour intégrer la CEDEAO. Je crois que ça va davantage consolider l'action des PME marocaines. Maintenant, concrètement, par rapport à cette stratégie d'intégration du Maroc, quand même, le Maroc, pour expliquer, pour ceux qui ne sont pas de là, qui ne connaissent pas la CEDEAO, c'est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui regroupe pratiquement tous ces États-là. Il y a des démarches marocaines pour intégrer actuellement ces communautés des États-là. J'aimerais savoir, d'après vous, quelles peuvent être les implications si jamais les pays de la CEDEAO arrivaient à admettre le Maroc dans la communauté, quelles peuvent être les implications pour l'internalisation des PME? Donc déjà notre pays a présenté bien sûr sa demande pour l'adhésion à la CEDEAO en 2017 et nous espérons bien sûr intégrer cette communauté qui est riche en termes d'informations pour l'intégration du Maroc dans la CEDEAO va nous permettre bien sûr de trouver une plateforme d'information avec bien sûr la pratique de l'intelligence économique. On peut accéder à l'ensemble des informations financières et économiques qui vont nous permettre bien sûr de savoir les types de produits qu'on peut exporter, bien le comportement des consommateurs au niveau de l'Afrique de la CEDEAO. Mais moi je ne compte pas sur je ne m'attends pas à l'intégration du Maroc à la CEDEAO, mais je porte sur la consolidation des résultats. Peu importe que ce soit en intègre ou non. Mais c'est un facteur qui... Tout à fait. Moi, je voudrais en fait savoir si vous pourrez prendre en compte... Là, ouais, ça va rentrer dans la diplomatie par la suite économique pour intégrer donc, un certain nombre de pays par les entreprises marocaines. Juste par rapport à la chronologie de ma thèse, si je suppose que l'intégration de la CEDEAO, je vais... De toute façon, ça c'est une piste. C'est pas se poser la question. Justifier un peu C'est votre première Vous voulez pas intégrer cette Normalement, il y a des mais qui sont livrés. Le comité il a dit qu'il ne trouvait pas d'inconvénient à l'adhésion, mais c'est une démarche et d'accord préalable entièrement. Qu'est-ce que les seuls à la fin de ce non.
Thématique sur les déterminants du niveau de participation, secteur privé, infrastructure, Le titre est long, mais... Oui. Je suis déjà très heureux d'être présent ici. Mon frère Sibiri a parlé de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Je viens de la même université qu'Abel Lamine à l'université d'Ottawa. Et je suis au Maroc, un pays où j'ai vécu pendant 3 ans, donc je suis vraiment chanceux. Et je vais vous parler un peu d'infrastructures. Dans notre vie quotidienne, on utilise les infrastructures. Tout le monde connaît l'importance des infrastructures. On remarque quelque chose. Dans différents pays, même développés, les infrastructures sont d'un état pitoyable. Dans les pays africains, soit ces infrastructures n'ont jamais existé, donc il faut les mettre en place, ou lorsqu'elles existent, il n'y a pas eu d'entretien. Et de manière générale, dans les différents débats, la problématique qui revient souvent, ces infrastructures sont dans un mauvais état parce qu'il n'y a pas d'argent pour les financer ou pour les entretenir. Et moi, j'ai décidé de m'intéresser dans un cadre plus vaste à la gouvernance et la gestion des infrastructures. Et dans cette communication, je présente vraiment la participation du secteur privé dans le financement et l'approvisionnement des infrastructures. Quand je dis participation du secteur privé, vous trouvez le titre était un peu difficile parce que quand certains lisent les travaux, ils ont l'impression que je pose la question pourquoi l'acteur privé, je pose la question au secteur privé, pourquoi il investit dans l'infrastructure. Mais moi j'observe plutôt pourquoi on remarque une présence du secteur privé dans l'infrastructure. Dans un autre travail, je questionne vraiment directement pourquoi le secteur privé décide de participer à un partenariat public-privé et autres. Et j'utilise le thème de partenariat public-privé parce que ces dernières années, on entend tous parler de ça, les PPP partout, et autres 3P, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Et de manière générale, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on constate un paradoxe du problème des infrastructures. Je vais parler brièvement du PPP. L'état des connaissances sur la participation du privé, mes hypothèses de recherche, elles sont nombreuses, ma méthodologie, mes résultats. Et dans mes résultats, comme dans tout travail de recherche, je suis venu aussi pour avoir des idées. Il y a un certain nombre de régressions que je voulais effectuer, mais je ne trouvais pas les résultats, des résultats vraiment exploitables. Donc je pense qu'avec à partir d'ici, vu que moi je suis en finance publique, en administration publique, les économistes vont me suggérer d'autres voies pour améliorer le travail. De manière générale, on constate qu'il y a les avantages des infrastructures sont indéniables. Les économistes ont fait plusieurs années, plusieurs travaux sur les avantages des infrastructures. Ça accroît la productivité, ça permet la mobilité. Au niveau des populations, ça réduit la pauvreté. Ça permet aussi d'avoir de l'eau potable, ainsi de suite. Mais que nous allions à New York, par exemple le métro de New York, il y a un état déplorable. À Gatineau ou Québec, il y a assez de nids de poules. À Abidjan, plusieurs infrastructures sont délabrées ou inexistantes. À différents endroits du monde, on se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs problèmes d'infrastructures. On est tous d'accord que les infrastructures sont bénéfiques, mais on remarque que les gens n'ont pas investi dans ces infrastructures. À un moment, plusieurs ont justifié ce manque d'investissement par la crise des finances publiques. On n'avait pas d'argent pour investir. Mais ces dernières années, il y a un retour des discours. À peu près chaque année, chaque pays, chaque grand sommet, on va nous annoncer des plans d'investissement en infrastructure. La Banque mondiale promet des plans Marshall sur l'Afrique. Le gouvernement du Maroc parle d'investissement en infrastructure. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, chaque pays parle d'investissement en Afrique. Il parle d'investissement en Afrique, mais lorsqu'on doit concrétiser ces investissements, toujours c'est le même. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et ces dernières décennies, on nous encourage à faire appel au secteur privé. Parce qu'on considère que le secteur privé a beaucoup d'argent qui sommeille dans les banques et ils peuvent utiliser cet argent pour financer les infrastructures.
Et le mécanisme qu'on utilise ces dernières années, c'est le partenariat public-privé. Je me focalise sur le partenariat public-privé parce que c'est de plus en plus utilisé ces dernières années. Sinon, la participation du privé dans le financement des infrastructures intervient aussi à travers la privatisation. On a l'exemple de la France où beaucoup d'autoroutes sont privatisées. Donc ça paraît aussi à ce niveau. Donc ma principale question, c'est de savoir les facteurs explicatifs du niveau de participation du secteur privé dans le financement des infrastructures. Premièrement, pour ceux qui ne voient pas un peu tôt, le financement des infrastructures se fait généralement de trois manières. Il y a ce qu'on appelle le modèle traditionnel. J'essaie de comprendre pourquoi on appelle le modèle traditionnel. Il n'y a pas vraiment de théorie pour expliquer pourquoi on appelle ça le modèle traditionnel. C'est parce que l'autre modèle, on l'appelle le modèle alternatif. Donc on considère que l'autre est comme traditionnel. Le modèle traditionnel est le plus bas niveau de participation du privé. Le secteur privé participe, mais de manière passive. On a les contrats, par exemple, quand on veut bâtir une route au Maroc, le gouvernement marocain peut prendre un partenaire privé, mais au cours des travaux, on le rémunère au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le modèle traditionnel. Le gouvernement marocain va utiliser l'impôt du Maroc, ou va sûrement emprunter de l'argent et rémunérer ce partenaire privé. On a aussi, à l'extrémité, le plus fort niveau de participation du secteur privé, c'est la privatisation. Cette privatisation peut être une cession partielle, une cession définitive. Ces deux grands ensembles, il y a ce qu'on appelle les partenariats public-privés. Et généralement, les gens disent le partenariat public-privé, mais quand on ouvre la boîte, le partenariat public-privé, en réalité, c'est les partenariats public-privés. Parce que c'est une multitude d'agencements contractuels entre le privé et le public. Par exemple, dans nos pays francophones, on avait ce qu'on appelait les contrats de délégation. Ça existe depuis bien longtemps. C'est ça. Et donc, ici, j'essaie, vu que je m'intéresse à la participation du secteur privé, j'essaie de présenter la participation du privé, le mode de financement et le risque supporté par le privé. On se rend compte qu'au fur et à mesure que la participation du privé s'accroît, le risque qu'il supporte est de plus en plus élevé. La privatisation est le plus fort niveau de risque que le privé peut supporter parce qu'il achète totalement cette infrastructure. Si ça ne fonctionne pas, il ne peut pas revenir en arrière, ainsi de suite. Conception, construction est le plus bas niveau de risque supporté par le privé parce que l'État est le donneur d'ordre, généralement, et rémunère le privé au fur et à mesure que le privé avance dans les constructions. Pour définir rapidement le partenariat public-privé, ou PPP, ou 3P, ou P3, ce qui est intéressant avec ce terme, c'est qu'en anglais ou en français, ça se dit de la même manière. Et d'abord, c'est une association contractuelle. C'est un contrat que l'État signe, le public et le privé, le secteur public et le secteur privé. Ça porte sur le financement et l'approvisionnement d'infrastructures et services publics. J'emploie le terme approvisionnement parce que la plupart des travaux sont en anglais, et en anglais, ils utilisent le terme procurement. Et c'est difficile pour moi de trouver. Moi, c'est le terme approvisionnement quand je parle à procurement. Et approvisionnement parce que souvent, le privé peut ne pas financer l'infrastructure, mais le privé va se charger juste d'entretenir l'infrastructure à travers un contrat. Et d'après la théorie qui sous-entend ça, il y aura un partage du risque et ça va aboutir à la performance. Quand on dit performance, innovation, réduction des coûts, respect des délais, etc. Pour catégoriser les PPP, je vais passer juste à travers. On se rend compte que les PPP, par exemple, la privatisation totale, c'est un contrat à durée indéterminée. Un de ça est le contrat de management. Le contrat de management, c'est une entente qu'on peut signer entre 3 et 5 ans. On a différents PPP. Le Build, Own and Transfer, que les gens connaissent beaucoup, BOT, par l'acronyme BOT. Le secteur privé va construire l'infrastructure, elle va la maintenir, et à la fin de 30 ans ou 15 ans, 25 ans, elle va procéder l'infrastructure au secteur public. Donc, j'essaie de présenter dans ce tableau tout l'état des connaissances sur le déterminant du niveau de participation du privé. Et j'essaie de les caractériser. La première caractérisation, ce sont les contraintes financières du gouvernement. Et dans son origine, les PPP ont été mis en place parce que le gouvernement n'avait plus d'argent et il devait faire face aux besoins d'infrastructure. Et les contraintes du gouvernement, ça peut être les déficits budgétaires, le niveau d'endettement, les règles relatives à l'endettement. Dans certains pays de la CEDEAO, on a des soldes d'endettement à ne pas dépasser, comme dans l'Union européenne. Et quand c'est comme ça, l'État, pour ne pas augmenter ce solde, peut faire appel au privé pour construire des infrastructures. On peut parler aussi de l'environnement politique, la stabilité politique. Ça passe à la participation à l'entrée du privé, pas plus peu le privé ou plus de public. La taille du marché.
Dans un pays comme le Nigeria avec plus d'habitants, le privé sera plus enclin à entrer parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Je peux aussi parler de l'expérience. Dans certains pays qui sont beaucoup connus pour les PPP, ça incite plus les gens à entrer dans les PPP parce qu'ils ont une certaine expérience. Par exemple, au Canada, ils avaient créé PPP Canada, qui était une entreprise qui devait mutualiser les connaissances dans le domaine des PPP. En Ontario, ils ont l'infrastructure Ontario. Dans d'autres provinces, ils ont des infrastructures aussi. En Côte d'Ivoire, ils ont le comité de pilotage qui est rattaché à la présidence pour parler des PPP. Mais ces différentes connaissances m'ont permis d'élaborer certaines hypothèses. Normalement, quand je commençais mon travail, je voulais faire des hypothèses unilatérales. Mais la littérature me montrait certaines réalités, donc j'ai opté pour des hypothèses bilatérales. Par exemple, lorsqu'on parle du déficit public, normalement dans la littérature, c'est lorsque l'État fait appel au privé lorsqu'il a peu d'argent. Mais une autre littérature nous dit clairement que le privé ne s'associe pas forcément avec un État qui a peu d'argent parce que cet État est peu crédible. Et ce n'est pas sûr que l'État puisse, quand il y aura les contrats, l'État puisse rembourser. Donc, j'ai décidé d'opter pour des hypothèses bilatérales pour éviter de me limiter. Et comme hypothèse, je parlais aussi du marché financier, des variables politiques, l'efficacité organisationnelle. Parce que dès le début, je vous ai dit que c'est un contrat. Ça sous-entend une négociation. S'il y a beaucoup de corruption dans ce pays et la négociation, l'efficacité organisationnelle n'est pas bonne, ça peut entraîner des difficultés. Et comme on va le voir dans nos résultats, il y a certains résultats qui étaient contre-intuitifs. Et moi, ça m'a beaucoup étonné. Et rapidement, ma méthodologie, j'ai utilisé une régression. J'ai utilisé 2 régressions. Une première régression linéaire, où je mesure la participation du privé en termes d'investissement du privé en numéraire, en millions de dollars US. Et une autre partie, j'utilise aussi cette même équation, mais je mesure la participation du privé en termes de propriété. Propriété, combien de pourcentage le privé prend dans le projet d'infrastructure. Et dans un deuxième temps, j'essaie de mesurer la participation du privé en termes de risque que le privé supporte. Et le risque que le privé supporte, je me base sur le tableau que j'avais montré, j'avais mis un index où la privatisation totale tient un niveau de risque plus élevé. Je vous le dis directement, cette deuxième hypothèse, je n'ai pas pu la vérifier. Pourquoi? Lorsque je l'ai fait rouler avec le logiciel, on me disait clairement qu'il y avait une erreur parce que les données que j'ai récupérées pour faire cette régression, c'est ça, la structure des données. Donc ma base de données utilisée, c'est la base de données de la Banque mondiale sur la participation du secteur privé dans les infrastructures. Et cette base de données recense les projets dont la participation du privé est supérieure à 20%, et dans le cadre des sessions où la participation du privé, où le privé a plus de 5%. J'ai utilisé aussi différentes bases de données telles que celle de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international pour réaliser mes travaux. Et ici, ça résume la manière dont je mesure chaque variable et où j'ai trouvé ces variables. Je mets ce tableau pour que ceux qui veulent reprendre l'étude puissent savoir où trouver les variables. Comme résultat, d'abord, la statistique descriptive. Dans ma base de données, il faut savoir, comme j'ai parlé des contrats de délégation et autres, le premier PPP de ma base de données avait été réalisé, le premier contrat de délégation au Maroc, dans les années 49, avec un projet d'assainissement de la ville de Casa, depuis près de 50 ans. Dans ma base de données, le plus grand projet d'infrastructure était de près de 3,4 milliards de dollars. On voit la somme que ça peut représenter, 3 milliards de dollars, c'était en Égypte en 2006. Le plus petit investissement était de 200 000 dollars, 0,2 millions de dollars en Égypte en 1998. Comme résultat, encore, de ma base de données, la plupart des projets réalisés en PPP sur le continent se concentrent en Afrique du Sud, au Nigeria et en Égypte. La plupart des pays sont encore à leur balbutiement. En Côte d'Ivoire, le grand premier PPP, ça a été le pont Henri Konan Bédié, au 3e pont d'Abidjan. Donc, plusieurs pays n'ont même pas encore réalisé des PPP, donc on a encore un certain balbutiement. Dans le domaine la plupart des PPP sont réalisés dans le domaine de l'énergie, surtout l'électricité. Et quelque chose de particulier avec les PPP, dans notre base de données, c'est que normalement, quand on fait un PPP, c'est le gouvernement qui décide d'investir dans une infrastructure. Mais dans notre base de données, le privé peut venir, je propose une infrastructure publique au gouvernement. Et on appelle ça une proposition non sollicitée. C'est-à-dire que le privé peut venir proposer un projet d'infrastructure et le gouvernement décide d'accepter ou pas.
Et cette partie, c'est bien de garder cela parce que ça joue beaucoup sur les résultats. Vu qu'il représente 72% des projets, ça joue beaucoup sur les résultats. Comme résultat, d'abord mon modèle global que j'ai fait en mesurant le PPP en termes d'investissement en numéraire. Ici sont les variables qui étaient significatives. Les variables significatives sont les coûts de résolution d'une procédure d'insolvabilité l'année qui précède la signature du contrat. J'ai aussi l'investissement direct étranger net de l'année précédente dans le pays. J'ai la croissance annuelle du PIB par habitant dans ce pays. Ce sont les variables, et ces variables sont corrélées positivement avec le niveau de participation, avec la participation du privé en termes d'investissement. Par secteur d'activité, il y avait deux secteurs qui étaient vraiment significatifs, le secteur de l'énergie et le secteur des transports. Dans le secteur de l'énergie, la variable significative positive était l'estimation de la voie et responsabilité de l'année précédente. En anglais, c'est Voice and Responsibility. Si je me souviens bien. Ça montre un peu la capacité que la société civile a à s'exprimer dans ce pays. On avait aussi l'investissement direct étranger et l'actif physique. Parce que l'investissement dans les PPP, ça peut prendre une partie actif physique et une partie actif matériel et autres. Par sous-secteur d'activité, comme je le disais, c'est le secteur de l'électricité seulement qui était significatif. Et dans le secteur des transports, on se rend compte que le niveau de signification est négatif. Le sens de signification est négatif. Dans le sous-secteur de l'électricité, on a toujours l'estimation de la vraie responsabilité, on a le montant de l'actif physique et l'investissement direct étranger aussi. En termes de type de PPI, on a le type Greenfield. Greenfield, c'est le langage utilisé pour désigner les nouvelles constructions. Et parce qu'il y a le Brownfield qui désigne les constructions qui existaient déjà. On a les coûts de résolution de procédure d'insolvabilité, on a le montant de l'actif physique. Par l'initiateur du privé, du projet. Ici, quand les propositions sont non sollicitées, on se rend compte que les coûts d'une résolution de procédure d'insolvabilité est corrélé négativement avec la participation du privé. Le ratio des réserves bancaires, négativement. Pour les propositions sollicitées, c'est le montant de l'actif physique et d'autres variables. Ici, c'est ce tableau surtout qui m'intéresse parce que d'autres études avaient mesuré à travers l'intensité de l'investissement, mais personne n'avait mesuré à travers le pourcentage de participation du privé en termes de propriété. Et ici, selon mon modèle global, on se rend compte que les variables significatives sont le total de services de la dette de l'année précédente. Exprimant un pourcentage de l'exploitation de biens positifs, la croissance annuelle du PIB par habitant qui est négative, et ça j'ai trouvé ça particulier, je ne sais pas trop. Le montant total des investissements qui est négatif, l'investissement direct étranger de l'année qui est positif, le total des ressources naturelles qui est négatif. Ça me semblait vraiment contre-intuitif. Au niveau du type de PPI, c'était le type Build Own Operate qui était vraiment significatif. On avait l'estimation de l'état de droit de l'année précédente qui était corrélée négativement. Alors que toute la théorie sur les investissements étrangers montre vraiment que les investisseurs viennent dans un pays lorsqu'il y a un état stable et autre. Le secteur d'activité, c'est le secteur des transports, c'est le total de la dette de l'année précédente. D'accord? Je vais expliquer. Comme je le disais, ok. Les différentes variables, ok, c'est bon. Les variables observées sont rattachées aux conditions socio-politiques, finances publiques, environnement légal, conditions du marché et caractéristiques du projet. J'ai décidé de m'attarder sur une des variables qui était contre-intuitive. L'état de droit. Pourquoi le partenaire privé investit plus dans un État, bon, statistiquement, dans les pays africains, pourquoi il investit plus dans un État où l'état de droit est plus faible? Une des explications possibles, c'est que dans un pays où l'état de droit est plus faible, ça peut être une dictature, pour signer les contrats, c'est un peu plus facile. C'est quelqu'un qui décide, on signe les contrats. Il n'y a pas beaucoup de protestations. Dans certains pays, il y a des protestations, on doit passer par certaines lois, il y a des grèves et autres. Dans certains pays où l'état de droit est faible, il n'y a pas forcément de protestation. Je ne veux pas m'attarder aussi sur le variable. La croissance du PIB. Ok, la croissance annuelle du PIB par habitant. Pourquoi la participation du secteur privé est faible dans un pays où il y a une forte croissance annuelle du PIB par habitant? Ma seule explication possible que je trouve, parce qu'ici, quand c'est la croissance annuelle du PIB par habitant, c'est de l'année T en question.
je me dis, peut-être que les investisseurs n'ont pas les données sur l'année où ils investissent. Ils se basent sur l'année précédente. C'est la seule explication. Je n'ai pas trouvé d'explication logique dans la théorie. Comme je le disais au début, c'est pour cela que j'espère avoir des discussions pour améliorer certaines de ces parties parce que je ne trouve aucune explication dans la théorie. Peut-être le développement d'entreprises nationales. Nationales. Mais la richesse nationale. Mais le problème, c'est que la base de données ne nous indique pas clairement si ce sont des entreprises étrangères ou nationales. Parce que les pays comme le Maroc, il y a certaines entreprises marocaines qui investissent dans les PPP. Donc, je n'ai pas trouvé d'explication. Une autre explication possible, ce sont les données. Parce que là, c'était... Ici, comme je l'avais dit dès le début, je n'arrivais pas à faire rouler avec les variables ordinales, je n'arrivais pas à faire rouler, donc j'aimerais avoir la contribution de tout. Et pour conclure, ordinal, parce que j'avais essayé de mesurer le PPP, la participation selon le risque supporté par le privé. 1, ça veut dire le risque est faible. 2, c'était comme un classement. Vous avez des variables ordinales et des variables métriques. Oui. Et les variables ordinales, j'essayais de... Le même modèle, non. vous avez mélangé Non. Pour les variables ordinales, j'essayais une autre probabilité, la probabilité ordinale, pour essayer de le faire. Et je n'arrivais pas. Il n'y a pas un autre moyen d'homogénéiser les échelles de mesure. C'est pour ça, parce que moi, vu que je suis en administration publique, finance publique, je me suis dit, les économistes maîtrisent mieux cette carte. Parce que j'aurais pu... Déjà, on ouvre le débat. Oui, c'est ça. Donc, merci pour cette... Je finis juste... Ok, oh, bon, c'est bon. Je finis juste rapidement. Et je suis aussi venu à cette conférence parce que, avec l'Observatoire de la francophonie, économique de la francophonie, l'Observatoire s'attarde sur beaucoup de travaux sur le développement économique. Et je considère que les infrastructures est un domaine très important. Et les PPP se développent de plus en plus. Et jusqu'à date, il existe peu de cadres de mesure de la performance des PPP. Dans les pays développés, dans les pays sous-développés et autres. Les seules mesures de la performance des PPP qu'on voit souvent, c'est la mesure des coûts et des délais. Et les coûts même qu'ils mesurent sont les coûts de construction. Mais comme on l'a vu, des contrats courent sur 30 ans. Mesurer juste les coûts de construction, ça ne suffit pas parce qu'après le contrat, il y a la maintenance. Et on s'attarde aussi sur le respect des délais. Donc je considère qu'il faut aller pour créer un cadre de mesure de la performance. Et c'est une invitation à différents chercheurs et autres. Et aussi l'analyse de l'impact des PPP sur quelque chose de plus vaste. En juin, je dois présenter un travail dans le cadre des ODD aux Pays-Bas. Et moi, je m'attarde sur les PPP, comment les PPP permettent d'atteindre les objectifs du développement durable. Parce que l'objectif 17, ce sont des partenariats pour atteindre les objectifs. Donc moi, je m'attarde sur cette chose. Et je m'intéresse aussi dans le domaine des infrastructures. Je vous dis clairement, c'est bon. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Alassane. Donc, c'est un travail colossal parce qu'il y a plusieurs variables à gérer. Les données également, donc on multiplie par le nombre de pays, les individus avec les variables. Donc, certainement, les données sont nombreuses. Donc, je cède la parole donc, à mon collègue. Merci pour cette excellente présentation, comme les autres d'ailleurs, très enrichissantes. Alassane, on s'est connus, hein, vous étiez pour participer à notre programme de formation, ça n'a pas été le cas, pour Dakar aussi, donc finalement, on est heureux de vous avoir ici. Donc, c'est sûr que vos résultats, que vous dites qu'ils sont contre-intuitifs, parce qu'ils ont été développés dans un contexte différent, c'est sûr que vous êtes dans un contexte africain qui est spécifique, et quand vous parlez de l'effet état de droit, pourquoi une entreprise qui sait que l'état de droit où il n'y a pas de démocratie mais qui investit, à mon avis, peut-être une explication à ça, c'est que les gens qui sont au gouvernement, c'est eux-mêmes qui investissent dans le secteur privé, ils ont des intérêts dans les deux, et donc c'est eux-mêmes qui se donnent eux-mêmes des contrats, et donc toutes ces considérations, ça n'a aucune importance. Donc peut-être c'est de ce volet-là qu'il faut voir des choses. Hein. Les grandes entreprises, etc., sont détenues généralement par des gens qui sont au pouvoir. Et donc même si on veut construire quelque chose en PPP, c'est pas nécessaire qu'on donne ça aux autres, on se donne ça à nous-mêmes.
C'est juste l'élément que je voulais que... Non, je crois que le point du professeur Daba, je veux appuyer parce qu'en fait, les grands, quand tu prends nos pays, là, généralement les ministres, ils ont des entreprises sous écran, ils ne sont pas les premiers responsables, mais en fait, c'est eux les propriétaires. Et ils se donnent des contrats. Donc, je crois que c'est vraiment important. Et ça dépend des pays également. Donc, même au sein de l'Afrique, ça dépend des pays. Ouais, bon. Non, maintenant, mesurer l'état de droit, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il y a des niveaux de l'état de droit également. Oui. Pour enrichir la réponse de mes collègues, je pense que c'est plus dans l'économie de développement, la théorie du milieu institutionnaliste vous permet de découvrir des pistes en fait, pour interpréter ce résultat contre-intuitif. Pourquoi? Parce que soit, en fait, comme mes collègues ont expliqué, parfois les élites politiques du pays ont fait de chevauche entre la fonction publique et le secteur privé, donc ils dominent les deux scènes. Soit parce que, quand on dit l'état de droit est fait dans un État, il faut faire le lien aussi avec l'incapacité de cet État, en fait, à être capable d'entretenir des projets de grande envergure. Donc finalement, on va faire parfois appel à des multinationales pour pallier à cette défaillance d'État. Donc plus un État est moins démocratique, plus il est incapable de subvenir en fait, à ses besoins en termes infrastructurels. C'est pour cela qu'ils vont faire appel à d'autres. Donc il y a deux pistes. Et encore je pourrais juste rajouter, je pense que chaque cas est particulier parce que tout cela dépend également de l'évolution de la notion de l'État et du gouvernement dans des pays. Le Maroc et l'Algérie, ce n'est pas la même trajectoire. Donc il y a des États qui se sont libéralisés plus tôt, il y a des États qui étaient en plus providence. Donc c'est des éléments à prendre en compte. J'ai une question d'ordre méthodologique par rapport aux régressions. Donc une régression linéaire et une régression logistique. Pourquoi? Justification. Je pense que la régression linéaire, pour faire une régression linéaire, il me faut ma variable dépendante, soit dans le échelle. Parce que dans la base, échelle, ça doit être quelque chose que je mesure continue, c'est ça, continue, pour une régression linéaire. Lorsque j'essayais de mesurer de l'autre aspect, pourquoi je dis une régression logistique, c'est parce que mes variables sont juste ordinales. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. De 1 à 2, ça ne veut pas dire. C'est ça. C'est juste pour ça vraiment. Et la régression logistique, j'aurais pu l'utiliser aussi lorsque je mesurais par oui ou non. Donc c'est surtout pour ça. Parce que l'autre modèle, ça ne convient pas pour mesurer les variables ordinales. La régression linéaire ne peut pas faire la variable ordinale. Vous avez vérifié l'autocorrélation? Oui, j'ai vérifié c'est pour ça, comme mes variables significatives, il y a certaines variables qui ressortent généralement dans la littérature sur les investissements, mais qu'on ne voyait pas dans mes variables significatives. C'est parce qu'il y avait plusieurs autocorrélations. Donc il y a les autocorrélations, il fallait enlever certaines variables. C'est juste pour ça qu'il y a certaines variables. Si j'avais pas assez d'hypothèses, par exemple, si je m'étais limité à 4 hypothèses, un exemple, il y a certaines variables qui allaient clairement sortir. Mais puisque j'avais plusieurs variables, quand j'ai fait les tests d'autocorrélation, il y a certaines variables, le niveau d'autocorrélation était supérieur à 75%. Donc, ça mesurait la même chose, donc ça allait. C'est surtout pour ça. Il y a d'autres interventions. Selon Wagner, je vous remercie. Merci beaucoup pour les présentations et le partage d'informations. L'état d'avancement du doctorat, donc vraiment, vous êtes dans la bonne voie, en termes de revue de la littérature et en termes de réflexion. On a fait pour passer à la concrétisation. Donc, ce qui reste, c'est le travail sur le terrain. Pour les autres papiers, donc pour Alassane, donc déjà il a des résultats. Maintenant, il faut trouver selon les observations et justifications par rapport aux résultats de la lecture et de l'interprétation. Pour M. Salé, donc, il faut beaucoup plus sur l'internationalisation et sur les hypothèses. Il y a également un travail international donc pour la réalisation de recherche. Voilà, merci pour votre attention. On se rencontre à Montpellier-Siège pour une photo. Un petit peu